Les virus. Les virus, donc, sont de micro-organismes dépendants, vous l'avez compris, d'une cellule hôte pour pouvoir réussir leur survie, tout simplement, et leur propagation. On considère, simplifions, qu'il y a deux grandes catégories de virus. Des virus dont le génome, c'est-à-dire la mémoire, qui fait ce qu'ils sont, est de nature ADN, acide désoxyribonucléique. Ce sont des virus assez majoritaires. Et puis, nous avons d'autres types de virus dont le génome, cette fois-ci, n'est plus sous forme de molécules ADN, mais sous forme de molécules ARN. Les coronaviridés, les coronavirus, font partie de cette deuxième classe. Ils ont donc un génome avec quelques gènes sous forme ARN qui vont leur permettre de coder quelques-unes des fonctions, des éléments, des protéines dont ils ont besoin. Mais j'insiste, cet génome, chez ces virus, comme chez les autres, n'est pas suffisant pour leur assurer l'autonomie. Ils ont besoin d'aller chercher le complément d'outils dans la cellule hôte, et en l'occurrence, dans le cas du coronavirus, dans nos cellules épithéliales. Ce qui a surpris dès l'apparition de ce virus, et ce qui a été probablement peut-être mal expliqué, mal compris, parce que la science, bien sûr, se nourrit de recherches, de résultats, mais aussi de débats, et nous étions vraiment face à une pandémie totalement innovante, j'allais dire, totalement inconnue jusqu'à ce jour, avec un virus très peu connu, mais nous y reviendrons quand même. Ce que nous n'avons pas compris d'emblée, ce qui probablement a été à l'origine de mauvaise compréhension, de mauvaises décisions politiques aussi, probablement, c'est cette capacité de propagation de ce virus, de ce coronavirus, absolument exceptionnelle. J'ai l'impression qu'on l'a imaginé se propageant un petit peu comme le virus de la grippe, dont on sait finalement assez bien se protéger en prenant quelques distances, en se lavant les mains, et on a tout d'abord considéré que la même attitude serait suffisante pour endiguer, pour enrayer cette pandémie. Eh bien, c'était une erreur. C'était une erreur. Vous avez, comme moi, écouté les informations ces derniers mois, ces dernières semaines, pour découvrir que même encore aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas encore toutes les clés de compréhension sur cette propagation. Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'elle est très rapide, très aisée, que les contacts peuvent être minimaux pour que malheureusement, il suffise à la transmission virale. Mais heureusement, j'allais dire, et le terme n'est certainement pas approprié, le début des années 2000 avait permis, en tout cas ont conduit, à rencontrer déjà ce type de virus. On l'avait peut-être un peu vite oublié, on avait oublié 2002, on avait oublié 2012, avec ces deux premières épidémies. Ce n'étaient que des épidémies très circonscrites à des petites régions géographiques. Les noms vous sont maintenant connus, c'est le SRAS, qui est apparu, donc coronavirus, qui est apparu dans la région de Hong Kong, avec quelques cas de transmission sur la région de Toronto, quelques centaines de morts quand même, et puis extinction de l'épidémie. Puis plus tard, on est en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, c'est le MERS, un autre coronavirus, où là encore, peu de transmission, on reste à l'échelle épidémique, on s'en soucie finalement probablement pas assez. Là encore, quelques centaines de morts, et puis l'épidémie s'arrête. Dans les deux cas, quand même, la transmission du SRAS comme du MERS était déjà une transmission par voie mammifère. On a cité, dans le cas de l'Arabie Saoudite, par exemple, les dromadaires, qui ont été certainement le vecteur terminal de la transmission d'un mammifère dromadaire à un autre mammifère, l'homme. Néanmoins, ces années-là ont permis l'engagement de beaucoup d'activités de recherche fondamentale sur ce type de virus, qui était totalement méconnu au début des années 2000. On a compris, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que leur génome était un génome ARN. On a compris leur structure, la structure des protéines, la structure de la fameuse protéine S, du fameux spike, de la fameuse aiguille présente à la surface de ce virus. Tout ceci a été appréhendé, compris, j'insiste, dès le début des années 2000, par beaucoup d'équipes scientifiques à travers le monde, d'ailleurs de très belles équipes en France.
Ceci n'est pas sans effet. Ce qui est un peu dommage, c'est que ces étapes de recherche fondamentale du début des années 2000 n'aient pas trouvé de prolongement, probablement lié au fait que la recherche a besoin de financement, et de beaucoup de financement. Les deux épidémies se sont effondrées sur elles-mêmes. Il n'a pas été trouvé judicieux de continuer un effort de recherche particulier sur ce type de virus. Cette recherche a quand même permis, pour la pandémie qui nous concerne aujourd'hui, de gagner un temps considérable. Le temps de la recherche fondamentale ne se mesure pas en semaines, en mois, mais certainement en années, voire au-delà. Eh bien, tout ce travail de recherche fondamentale effectué sur le SRAS et le MERS ont permis très rapidement d'identifier le virus d'aujourd'hui, ce SRAS-CoV-2, celui qui nous pose tant de difficultés, de l'identifier de surcroît en connaissant son mode d'action, en connaissant cette histoire de protéine S. Donc tout ceci a été un acquis formidable, un acquis déjà ancien, qui nous a fait gagner des années et des années de recherche, ce qui est une des contributions et une des réponses à cette question que l'on voit beaucoup surgir en ce moment. Comment ont-ils pu aller si vite? Mais ils ont déjà pu aller si vite, je parle des scientifiques, des fondamentalistes, des scientifiques cliniciens, et puis bien sûr de l'industrie de biotechnologie santé et de l'industrie pharmaceutique. Ils ont pu aller si vite déjà parce que toutes les étapes initiales étaient connues. Donc très rapidement, souvenez-vous, on a identifié le virus, on a pu mettre en place aux quatre coins du monde des stratégies de séquençage pour aller caractériser ce virus aux quatre coins du monde, montrer bien sûr son identité, le définir, et puis montrer qu'effectivement la souche virale initiale était la même pour tous. Et donc, ceci a alors débouché sur une première activité qui a été une activité de diagnostic.